Un texte de Jean-Luc Nancy, un philosophe français, qui commence ainsi. On ne sait pas encore s'ils font une assemblée. Nous connaissons la scène, il y a des hommes rassemblés et quelqu'un qui leur fait un récit. Ces hommes rassemblés, on ne sait pas encore s'ils font une assemblée, s'ils sont une horde ou une tribu. Mais nous les disons frères, parce qu'ils écoutent le même récit. Celui qui raconte, on ne sait pas encore s'il est des leurs ou si c'est un étranger. Nous le disons des leurs, mais différent d'eux, parce qu'il a le don, ou simplement le droit, à moins que ce ne soit le devoir de réciter. Ils n'étaient pas rassemblés avant le récit, c'est la récitation qui les rassemble. Avant, ils étaient dispersés, c'est du moins ce que le récit parfois raconte, se côtoyant, coopérant, ou s'affrontant sans se connaître. Mais l'un d'eux s'est immobilisé un jour. Ou peut-être est-il survenu comme revenant d'une absence prolongée, d'un exil mystérieux. Il s'est immobilisé en un lieu singulier, à l'écart mais en vue des autres, un tertre ou un arbre foudroyé, et il a entamé le récit qui a rassemblé les autres. Il leur raconte leur histoire, ou la sienne, une histoire qu'ils savent tous, mais qu'il a seul le don, le droit ou le devoir de réciter. C'est l'histoire de leur origine, d'où ils proviennent, de l'origine elle-même en eux, ou leur femme, ou leur nom, ou l'autorité parmi eux. C'est donc aussi bien à la fois l'histoire du commencement du monde, du commencement de leur assemblée, ou du commencement du récit lui-même. Et cela raconte aussi à l'occasion qui l'a appris au conteur, et comment il a le don, le droit, ou le devoir de le raconter. Il parle, il récite, il chante parfois, ou il mime. Il est son propre héros, et eux sont tour à tour les héros du récit, et ceux qui ont le droit de l'entendre et le devoir de l'apprendre. Pour la première fois, dans cette parole du récitant, leur langue ne sert à rien d'autre qu'à l'agencement et à la présentation du récit. Elle n'est plus la langue de leurs échanges, mais celle de leur réunion, la langue sacrée d'une fondation et d'un serment. Le récitant la leur partage. C'est une scène très ancienne, immémoriale, et elle n'a pas eu lieu une fois, mais indéfiniment elle se répète, avec la régularité de tous les rassemblements de hordes, qui viennent apprendre leurs origines de tribus, de fraternité, de peuples, de cités, assemblés autour de feux allumés pour réchauffer les hommes, pour écarter les bêtes, pour cuire de la nourriture, ou bien pour éclairer le visage du récitant, pour le faire voir disant ou chantant, ou mimant le récit, peut-être recouvert d'un masque, et pour brûler un sacrifice peut-être avec sa propre chair, en l'honneur des ancêtres, des dieux, des bêtes, ou des hommes que le récit célèbre. Le récit paraît souvent confus. Il n'est pas toujours cohérent, il parle de pouvoirs étranges, de métamorphoses multiples, il est cruel aussi, sauvage, impitoyable, mais parfois il fait rire. Il nomme des noms inconnus, des êtres jamais vus, mais ceux qui se sont rassemblés comprennent tout. Ils se comprennent eux-mêmes et le monde en écoutant. Et ils comprennent pourquoi il leur fallait s'assembler et pourquoi il fallait que ceci leur fût compté.